Rapprochez-vous, mettez-vous en cercle si on veut, en genre de demi-cercle aussi. Approchez-vous parce qu'on n'a pas de micro, fait qu'il faut crier fort. Donc bienvenue à la 20e vigile mars 2011. Tous les samedis à 14 h, des vigiles ont lieu au Québec. D'abord à Québec depuis le 19 février, puis à Montréal, un temps à Cowansville, et maintenant depuis un bout Mont-Saint-Hilaire. Donc une vigile n'est pas un spectacle, personne n'y vient pour divertir ou se faire divertir. Nous avons tous un rôle à jouer, celui de veiller, de surveiller, de tenir nos gouvernants à l'œil, de nous rencontrer, de nous parler et de nous imaginer autrement. Ces vigiles sont autonomes les unes des autres, mais leurs objectifs communs sont de dénoncer les abus du gouvernement Charest et d'exiger sa destitution. Ici, nous vous invitons à prendre le micro, prendre la parole, utiliser cette tribune citoyenne pour exprimer votre point de vue, dénoncer une situation ou proposer une solution ou une action. Donc le Québec doit changer, et ce dès maintenant. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Donc, ça fait 3 vigiles, quelque chose comme ça, que je suis pas là. Fait que je suis pas trop au courant de ce qui s'est passé, s'il y avait beaucoup de monde ou moins de monde, puis tout ça. Moi, ce que j'ai eu comme information, c'est que les gens commencent à se demander un peu qu'est-ce qui se passe avec les vigiles, est-ce que comment ça progresse et tout ça. Donc, c'est ça. Nous, dans le fond, on discute là avec, on a discuté ensemble avec les gens qui organisaient ça et tout ça, qui ont initié le mouvement. Et puis j'ai discuté avec des gens qui sont intéressés à faire progresser le mouvement et tout ça. Et puis on a plusieurs suggestions, on a plusieurs façons de voir ça, là, de faire progresser le mouvement. Fait que là, moi je vous lance ça en vous disant que c'est comme ça que ça va progresser éventuellement, mais bon, on est ouvert aux suggestions et tout et tout. Premièrement, on veut faire une création d'un comité d'administration, c'est-à-dire qu'on veut... Pardon? Ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait des gens qui... on a créé plusieurs, disons, une genre de structure où les gens sont performants, puis ils sont disponibles pour donner du temps pour travailler dans ce à quoi ils sont bons. C'est-à-dire que on cherche des gens en communication, des gens pour de la diffusion, pour de l'Internet, du PR, du réseautage, des choses comme ça. Donc on cherche plusieurs personnes. Donc si vous sentez que vous avez du temps à donner, vous pouvez communiquer avec l'adresse courriel de mars 2011 et puis nous dire dans quoi vous êtes bon. Et puis on va essayer de trouver c'est où qu'on peut avoir besoin de vous autres, parce qu'éventuellement ça va progresser, puis on va faire un coup de presse, puis on va essayer de faire connaître le mouvement, proposer des affiches, tout ça, là, etc. Aussi, ce qu'on aimerait faire avec les vigiles, c'est comme j'expliquais à plusieurs personnes, c'est qu'on veut essayer de créer un système de conférences. Donc, c'est-à-dire qu'on a des conférenciers qui viennent ici, qui essaient d'être réguliers à chaque semaine et puis qui éduquent le peuple. C'est-à-dire qu'ils viennent ici et qui essaient d'éduquer. C'est une genre de mise à jour sur la démocratie actuelle. C'est-à-dire que tout le monde a son champ d'expertise, tout le monde est au courant un peu de ce qui se passe avec le Québec, mais chacun de son côté. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire une espèce d'université populaire, si on veut, que les gens viennent ici pour se renseigner, pour échanger, pour se nourrir, etc., etc. Donc ça aussi, c'est une autre tentative, c'est un autre avenue qu'on aimerait que la vigile prenne. Donc c'est ça. Et puis les conférenciers, eux, ils vont s'exprimer sur différents sujets. Donc là, il y a plein de sujets. Et évidemment, vous pouvez en suggérer d'autres. Donc là, j'en ai plein. Je vais vous lire un petit peu la liste si vous voulez savoir, là, si vous voulez entendre de quoi on parle. Donc, au niveau de l'histoire du Québec, les nations autochtones, leurs revendications, la géographie et les ressources agricoles et énergétiques du Québec, le Québec interlope, les techniques de répression policière et militaire, la face cachée d'Internet et des médias sociaux, les corporations et le commerce équitable, l'histoire des partis politiques du Québec et du Canada, le système politique canadien, techniques de contrôle de soi et la stratégie, les droits du citoyen et les moyens admis de protester et de résister, culture de résistance, l'histoire mondiale des nationalismes, le contrôle des masses, l'histoire des guerres urbaines récentes, la psychologie canadienne, les cultures et valeurs des nouveaux arrivants, etc., le plan Nord et tout ça. Donc ça, c'est toutes sortes de sujets qu'on aimerait trouver des gens là, qui aimeraient ça donner de leur temps et à chaque semaine, disons, ils choisissent le sujet puis ils s'expriment comme ils veulent
sur cette chose-là. Donc ici, nous venons faire savoir à ceux qui nous gouvernent ce que le peuple veut et ne veut plus comme démocratie. C'est en affirmant la démocratie possible et en s'informant sur les obstacles du présent qu'ensemble nous rétablirons un véritable rapport de force, non seulement avec ceux qui nous gouvernent, mais avec les futurs partis politiques qui prendront le pouvoir. Donc il faut réunir le plus de citoyens et citoyennes possible pour que cesse l'incohérence démocratique qui nous domine depuis 400 années. Donc nous sommes arrivés à ce qui commence. Alors, là, c'est comme d'habitude le but principal de la vigile, c'est-à-dire que c'est de la démocratie citoyenne. Les gens viennent ici et puis s'ils ont des textes à lire ou des discours à prononcer, ils peuvent venir le faire. Et puis ensuite, c'est la parole libre, c'est-à-dire que les gens peuvent venir exprimer quelque chose et puis il peut y avoir de l'échange et tout ça. Donc ceux qui ont des textes à lire ou des choses à dire, c'est votre tour. C'est quoi l'adresse courriel? L'adresse courriel, c'est mars.2011 ensemble @gmail.com. Ça, c'est l'adresse courriel. Le site internet, c'est mars2011.org. Se présenter. Je m'appelle Sébastien Ricard. J'ai trouvé un texte que je trouvais pertinent de lire en cette occasion. Un texte qui a été prononcé par un certain Jean-Luc Deveau, qui a fondé avec des amis le gouvernement provisoire du Québec. Il y a une adresse courriel qui est la suivante, poste@commercial gouvernementprovisoireduquebec.org. Ça s'appelle Théorie et pratique de la souveraineté du peuple québécois. Jean-Luc Deveau est licencié en droit de l'Université du Québec à Montréal, diplômé de 2e cycle en droit du travail à l'Université de Montréal, diplômé de 3e cycle en droit diplomatique et de l'administration des organisations internationales de l'Université Paris-Sud. Regardons d'abord le contexte mondial ou international, peu importe. L'expression que nous employons. Peu importe l'expression que nous employons. En 1945, l'ONU avait à sa création environ une cinquantaine d'États. Aujourd'hui, plus de 192 États sont membres des Nations Unies. Il y a également d'autres entités qui ne sont pas membres des Nations Unies, mais membres d'autres organisations internationales. Dans le passé, c'était l'OLP. Aujourd'hui, c'est l'Autorité du peuple palestinien qui est membre de la Ligue des États arabes, de l'Organisation de la Conférence islamique. Donc tout cela pour vous exprimer que les questions nationales, le droit des peuples, sont encore des questions d'actualité. D'actualité dans le cadre de la mondialisation que nous connaissons. Le peuple québécois est transhistorique. Qu'est-ce que cela veut dire? Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le concept de souveraineté, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des restrictions à l'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes aujourd'hui? Dans le monde, présentement, il y a 4 grandes nations transhistoriques qui existent depuis les débuts de l'Antiquité. La Chine, l'Égypte, la Grèce, l'Iran. Elles vivent encore dans le même endroit, dans la même ère géographique qu'au moment de l'Antiquité. Mon propos maintenant est pour les Amériques. Il y a un peuple dans les Amériques, en Amérique du Nord, qui est transhistorique aussi. C'est votre peuple, notre peuple, le peuple québécois. Je m'explique, je ne parlerai pas de la situation précolombienne, mais depuis le moment où les Européens sont arrivés dans les Amériques, avec les institutions politiques européennes que nous connaissons, le peuple québécois est transhistorique. Notre peuple existe depuis la Nouvelle-France, depuis la conquête, le traité de Paris, la rébellion de 1837-38, la fondation de la Confédération du Canada, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ce peuple existe encore, et même ce peuple a tenté de réaliser sa souveraineté par 2 référendums. Donc ce peuple, je dis qu'il est transhistorique. Je vais vous raconter un petit événement dans cette histoire des peuples de l'Amérique qui ont réalisé leur droit à disposer d'eux-mêmes. C'est celle du grand peuple américain lorsqu'il a décidé de se prendre en main. Lorsqu'il a décidé de le faire, ce grand peuple américain avait écrit une lettre au peuple canadien-français. C'est que le peuple américain reconnaissait le peuple québécois comme étant son égal. Ce peuple américain, qui est aujourd'hui une grande puissance, qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce peuple américain s'était adressé directement à un autre peuple
Cet autre peuple, c'est le peuple québécois. Tout cela pour vous exprimer que le peuple québécois est un peuple transhistorique dans l'histoire moderne de l'Amérique du Nord. Dans toute cette période transhistorique de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu dans le peuple québécois des tendances à ce que nous appelons aujourd'hui, dans notre jargon moderne, la souveraineté. C'est-à-dire que ce peuple québécois, c'est-à-dire à ce que ce peuple québécois soit considéré dans l'Empire colonial français ou dans l'Empire colonial britannique comme étant une entité distincte, propre, avec son âme de peuple. Cela a toujours été revendiqué. Même à la Première Guerre mondiale, parce que les Canadiens français ne voulaient pas participer à la conscription, il y a eu la motion Franqueur, un député de l'Assemblée nationale qui s'est levé et a proposé l'indépendance du Québec à cette occasion. L'idée de l'indépendance du Québec n'est pas quelque chose que M. René Lévesque a inventé ou que les gens du FLQ ont inventé. Cela fait très longtemps que cette question-là est discutée. Le Québec vit en mode de souveraineté défensive. Qu'est-ce que la souveraineté? Comme beaucoup de gens au Québec, normalement, nous pensons que nous savons ce qu'est la souveraineté. Je vous en donne une définition. C'est la non-soumission à une autorité supérieure, c'est-à-dire le fait de n'être sujet d'aucun autre sujet. Autrement dit, le peuple québécois n'est sujet de personne. Il est sujet de lui-même. C'est ça, la question de la souveraineté. Par contre, présentement, je dirais, depuis les années 70, nous vivons au Québec en mode de souveraineté défensive. Je ne veux pas critiquer les individus, mais il faut regarder la réalité en face. Nous vivons dans la pratique quotidienne du mouvement souverainiste au Québec, du moins avec ceux qui y détiennent l'hégémonie politique, une pratique de souveraineté défensive. Tandis qu'au niveau international, depuis 1945, les peuples du monde pratiquent la souveraineté offensive et non pas défensive. La souveraineté défensive, c'est par exemple l'étapisme. L'étapisme, tel que nous le connaissons, ne fait pas partie idéologiquement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'étapisme est une conception politico-juridique du monde anglo-saxon. Le pays qui a obtenu son indépendance par étapes et les pays qui les ont... le pays qui a obtenu son indépendance par étapes, et ça a été très long et très ennuyant, sans soulèvement populaire ni euphorie, c'est le Canada. C'est le meilleur exemple que je pourrais vous donner. Le Canada. Qui a vu un mouvement populaire dans les rues sales et transversales de Montréal, un soulèvement, une liesse pour fêter l'indépendance nationale du Canada? Personne. Personne parce que tout s'est fait par étapisme. Les ténors de l'étapisme au Québec, à tort ou à raison, dans nos élites politiques, ont été formés à l'école anglo-saxonne. Ce que ces personnes-là, de cette classe politique-là, ont oublié d'expliquer au peuple québécois, c'est que l'étapisme, ça prend beaucoup de temps. Les étapes sont très longues. Et même si vous gagnez un référendum par la voie étapiste, c'est pas sûr que vous allez obtenir l'indépendance politique. Exemple, l'Australie de l'Ouest, 1934-35. Le peuple de l'Australie de l'Ouest a fait un référendum, gagné à plus de 65%. Le peuple de l'Australie de l'Ouest a voté pour son indépendance. Vous allez me dire, bon, s'il a voté, ça veut dire qu'il l'a acquise. Mais non, parce que nous sommes dans un monde anglo-saxon. On applique l'étapisme. Tous les députés du Parlement fédéral de l'Australie de l'Ouest, Western Australia si vous préférez, puis les députés majoritaires et à 100% du Parlement de l'entité fédérée de l'Australie de l'Ouest, plus leur gouverneur général, tous étaient d'accord pour leur indépendance. Mais ils ont demandé à la prérogative royale s'ils pouvaient obtenir l'indépendance. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Cette prérogative royale, elle a répondu non. Donc les techniques politico-juridiques de l'étapisme, c'est pas sûr que ce soit viable. La preuve, un peuple de l'Australie de l'Ouest a obtenu sa majorité, plus de 50% plus 1, mais n'a pas été capable d'obtenir son indépendance. Le premier mouvement indépendantiste moderne au Canada, c'est la Nouvelle-Écosse, 68-69. C'est un autre mouvement étapiste. La majorité des parlementaires à la Chambre des communes, 16 députés sur 19, à Ottawa, approuvaient l'indépendance de la Nouvelle-Écosse et toute la députation de la province de la Nouvelle-Écosse appuyait l'indépendance. Or, ils ne l'ont pas obtenue. Londres a dit non. Au Canada, c'est la même question qu'en Australie. Allons-nous demander à la couronne britannique, qui est le chef de l'État, si nous pouvons exercer notre droit à disposer de nous-mêmes? Moi, je vous dis que c'est là une erreur politique et stratégique. Ça mène à un cul-de-sac. On n'ira pas tellement loin.
Je ne dénonce pas les personnes qui ont proposé ces référendums, mais ce que ces personnes-là n'ont pas expliqué au peuple québécois, c'est que l'étapisme peut être très, très long. Demander des amendements constitutionnels, demander une nouvelle négociation, ça peut prendre du temps. On peut passer une génération de jeunes militants et de jeunes militantes indépendantistes. Avec cette technique de l'étapisme, on va les détruire. C'est ce qui se produit un peu en ce moment. Les gens sont fatigués parce que ça n'avance pas. Autre exemple de la souveraineté défensive. Je vais passer ça, c'est pas très intéressant. Le reste du monde vit en mode de souveraineté offensive. Maintenant, au niveau international, j'expliquais tantôt que la conception de la souveraineté est offensive. La preuve, on a vu plusieurs peuples accéder à l'indépendance politique. Il y a eu 2 jurisprudences phares dans l'histoire du peuple des droits à disposer d'eux-mêmes. Et là, je vous parle de jurisprudence de la Cour internationale de justice. La première, en 1971, c'est le cas de la Namibie, le sud-ouest africain. Quand j'étais plus jeune, j'appuyais le mouvement de libération nationale, la SWAPO. La Cour internationale de justice a expliqué par le juge Amoun, décision majoritaire, que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a existé de tout temps et que nier ce droit, c'est nier un droit naturel. C'est pas une histoire nouvelle, ça a existé de tout temps. C'est quand même extraordinaire parce que dans le cas de la Namibie, les colonialistes disaient le peuple namibien ne peut pas accéder à l'indépendance parce qu'il y a plusieurs langues parlées sur le territoire, parce qu'il y a plusieurs religions, et compte tenu qu'il n'y a pas une unité politique et sociologique de toute la population du territoire, c'est un État qui n'est pas viable. Or, aujourd'hui, la Namibie est membre des Nations Unies. Les vieux juristes anglo-saxons se sont trompés, encore une fois. Un autre cas très important, c'est celui du Sahara occidental en 1975. Pour l'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que vous soyez en phase coloniale ou non, là n'est pas la question. Le droit des peuples est un droit inaliénable, imprescriptible, indivisible et incessible. Le premier qui a appliqué le droit des peuples tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est le peuple américain. Le deuxième est le peuple français, qui a fait l'expansionnisme du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de la France jusqu'aux Balkans. Ce droit a été reconnu pour des peuples européens, mais à l'époque, on ne le reconnaissait pas aux peuples de l'Asie et de l'Afrique. À la Première Guerre mondiale, il y a eu un phénomène à l'intérieur du cadre de l'Europe, l'affaiblissement de l'impérialisme britannique. Le peuple irlandais a alors exercé son droit à disposer de lui-même. C'est très intéressant. Je le cite parce que le cas irlandais ressemble beaucoup à celui du peuple québécois. Les indépendantistes irlandais ont proclamé unilatéralement leur droit à l'indépendance. Ils n'ont pas attendu la permission de Londres. Ils l'ont proclamé immédiatement. Ils ont décidé et l'ont décidé eux-mêmes avec force et beaucoup de sacrifices, mais ils l'ont réalisé. Aujourd'hui, il y a encore une question au sujet du droit des peuples, celle de l'intégrité territoriale. Est-ce que ce concept tient? Beaucoup d'États disent « je dois protéger mon intégrité territoriale ». Les autres peuples n'ont pas le droit de disposer d'eux-mêmes s'ils interfèrent avec mon intégrité territoriale. Or, ce concept a été battu en brèche par les 2 décisions de la Cour internationale de justice que je vous expliquais plus tôt. Et aujourd'hui, pour les peuples, la seule façon de pouvoir protéger, par exemple, leur culture ou leur langue, c'est de choisir une nouvelle forme étatique, c'est-à-dire de devenir un peuple indépendant. Tous les phénomènes depuis la Deuxième Guerre mondiale nous démontrent très clairement que le droit des peuples est un droit naturel et normal. Et c'est un droit qui est imprescriptible. Donc, si pour les autres peuples, ce droit est imprescriptible, incessible et inaliénable, eh bien, le peuple québécois n'est pas différent des autres peuples. La même chose s'applique pour lui. La souveraineté appartient au peuple lui-même. Je trouve ce passage particulièrement intéressant parce que c'est une chose qui n'est pas révélée, qui n'est pas dite et qui est sur la chose sur laquelle je trouve que ces vigiles devraient être l'enjeu permanent. Qui détient la souveraineté ici au Québec pour le peuple québécois? Je vais vous faire une révélation. C'est le peuple québécois lui-même qui détient sa propre souveraineté. Elle lui appartient. Au Canada, le pouvoir souverain n'appartient à aucun des paliers du gouvernement. Le fédéral ne peut pas de lui-même amender la Constitution. Une province d'elle-même ne peut pas amender la Constitution. Mais le peuple québécois, lui, détient ce pouvoir de souveraineté. Il n'en tient qu'à lui de l'exercer pour son propre compte.
Certains me diront, oui, mais écoutez, le peuple n'a pas fait de référendum, n'a pas fait ceci ou cela, n'a pas gagné les élections. Mais je vais vous donner l'exemple d'un peuple qui n'a pas attendu sa classe politique pour exercer sa pleine souveraineté. Ce peuple est un grand peuple, c'est le peuple allemand. Après la Deuxième Guerre mondiale, le peuple allemand a été vaincu. C'est par la folie d'Hitler, peu importe, mais le cas demeure intéressant. Le peuple allemand était vaincu. L'État allemand a été divisé en deux et pendant une certaine période, il n'existait plus. Mais le peuple allemand, lui, existait. Très intéressant. Or, un jour, en 1989, les gens de Leipzig ont commencé à allumer des chandelles pour la réunification de l'Allemagne. Pourtant, des puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale interdisaient la réunification de l'Allemagne. C'est pas la classe politique de l'Est ni de l'Ouest qui a insufflé le mouvement de souveraineté. C'est le peuple allemand avec des crises de chandelles. C'est un exemple. Le peuple allemand a exercé lui-même son droit à disposer de lui-même. Il a réunifié son pays à la face du monde et la classe politique allemande a suivi. Donc, théoriquement et politiquement, on pourrait penser la même chose au Québec. Les Québécois pourraient commencer, par exemple, un certain vendredi, en un certain endroit au Québec, sur une certaine place, à faire des rassemblements de masse et proclamer une fois pour toutes la déclaration unilatérale d'indépendance. C'est tout. On a le droit de le faire. On peut le faire et nous devons le faire. C'est très important pour la santé de notre peuple de le faire. C'est très important de faire ce que nous faisons. Donc, j'ai un cas d'espèce à vous souligner. C'est le cas de la République arabe unie. Très, très intéressant. Nasser avait une conception du panarabisme qui voulait réunir tous les peuples arabes. Il a commencé par punir le peuple égyptien, Il a commencé par unir le peuple égyptien. Non, c'est le peuple égyptien qui l'a puni dernièrement, avec un autre peuple, le peuple syrien. Ils ont créé la République arabe unie, un État fédéral qui avait pour capitale le Caire. Au Caire, il y avait des députés égyptiens et syriens. Dans le cabinet de Nasser, il y avait des ministres égyptiens et des ministres syriens. Or, il s'est produit un événement en 1961. Le peuple syrien, dans cet État fédéral, a décidé de disposer de lui-même. Toute la députation syrienne est retournée à Damas. Tabarnak, j'ai pas oublié une page pour vrai. Ouais, j'ai oublié une page. Non, moi, qu'est-ce que c'est ici? Oh man, j'ai oublié une page. Toute la députation syrienne est retournée à Damas sous la volonté du peuple syrien. Il y a seulement les ministres du cabinet Nasser qui sont restés au Caire. Mais le peuple syrien a retrouvé à cette occasion son intégrité totale et complète par la volonté du peuple. Les députés ont suivi la volonté du peuple. Ensuite, la personne de Jean-Luc Deveau en question parle de la situation il y a quelques années où, à la Chambre des communes, les bloquistes et les souverainistes au Québec, par le Parti québécois, nous avions une députation dans les deux chambres, donc une députation bicamérale, totale et majoritaire. Ce que Jean-Luc Deveau dit, c'est qu'à cette occasion-là, on a manqué une occasion historique, faire en sorte que la stratégie indépendantiste du Québec indique aux députés fédéraux bloquistes de réintégrer l'Assemblée nationale du Québec et de se rassembler en constituante pour déclarer unilatéralement l'indépendance du Québec. C'était une occasion qui a été ratée. Et elle est toujours devant nous. Et tout à l'heure, Charles parlait de ce qui nous attendait au vigile pour garder le mouvement fort et faire en sorte qu'il se construise et qu'il devienne vraiment un mouvement conséquent et cohérent. Il y a un type à Québec qui nous a précédés dans les vigiles qui s'appelle Luc Archambault, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui, depuis le 19 février dernier, se réunit sur la place Souverain du Québec devant l'Assemblée nationale. C'est lui qui a initié ce mouvement des vigiles-là. Nous l'avons suivi. Comme on le disait tout à l'heure, quelques autres villes n'ont suivi pas. Mais ce que ce type-là propose est éminemment intéressant et je trouve qu'il va dans la suite de ce que je viens de vous lire de Jean-Luc Deveau. Il dit que le peuple, et nous, là, ce qu'on est en train de faire, je trouve que ce devrait être le but ultime de notre entreprise, doit faire comprendre rapidement à la députation québécoise, qu'elle soit au Québec, à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes à Ottawa, la volonté claire et nette du peuple québécois de ne plus subir plus longtemps cette situation antidémocratique qui est la nôtre.
parlais depuis 400 ans, depuis 30 ans, la Constitution canadienne n'a pas été ratifiée par le peuple québécois. C'est une situation antidémocratique. Partant du principe de la révélation de Jean-Luc Deveau sur la souveraineté qu'elle était, c'est celle du peuple d'abord et avant tout. Le peuple n'est sujet de personne. Nous sommes la majesté du peuple. Je veux dire, le peuple, c'est lui qui décide. Partant de ce principe-là, qui à mon avis tient de l'ordre de la révélation, personne n'est conscient de ça. Il n'y a aucun État qui ne peut se substituer à cette autorité légitime, inaliénable, irrépressible et incessible qui est la souveraineté première du peuple québécois. On doit indiquer aux gens qui sont nos députés fortement, majoritairement et massivement le désir du peuple québécois de voir ces gens-là se réunir en constituante à Québec pour faire en sorte d'écrire une constitution primordiale qui décrète en très peu de mots et dans un texte succinct ce que je viens de vous dire, c'est que en démocratie, c'est le peuple qui est souverain, c'est lui qui décide et qu'il n'y a aucun État qui peut se substituer à cette autorité une et fondamentale. Je pense que ça va être un rapport de force qui ne va pas non seulement être retrouvé, ça va être un rapport de force inédit. C'est qu'on va avoir dit non au Canada et oui à nous-mêmes en même temps. Donc c'est à ça que je pense que les vigiles doivent se consacrer. Je vous remercie, je vous lirai la prochaine page une prochaine fois. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Bravo. Cadeau ta liberté. Non, monsieur. Non, monsieur, ça ne se donne pas cadeau. La liberté, ça se mérite. Et maintenant, si tu veux être député pour toucher l'argent, avoir les honneurs et venir te foutre de la gueule du peuple, que lui cherche sa liberté, dehors! Et le parti, dehors! On veut un parti puis que ça s'arrête. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Merci. Ça suffit. On l'a compris, je pense. J'aimerais juste rajouter un truc au sujet de ce que vous disiez, c'est intéressant. On peut nous filmer ensemble, ça va faire un beau two-shot, splendide. Ce que vous avez dit et ce que Jean-Luc Deveau disait dans le texte, je pense que vous ne l'avez pas entendu. La liberté, ça se mérite. La liberté, il y a un livre que je vous inviterai à lire, que j'ai découvert quand on a fait le Moulin à Parole en 2009, c'est Le Canadien français son double de Jean Boutillette. Un livre qui, curieusement, n'est plus disponible en librairie. On peut le commander par Internet, je l'ai fait, je l'ai lu, c'est un grand ouvrage politique. Et dans ce texte, sa conclusion ressemble beaucoup à celle de Jean-Luc Deveau. La liberté du peuple québécois, si on cherche un trait distinctif au peuple québécois, c'est sa liberté. Nous sommes libres avant d'être asservis. La liberté, elle est innée et l'asservissement, elle est acquise. Elle est acquis. Donc en ce sens-là, je pense que Lucien Bouchard, Jean Charest, Pauline Marois, sans évacuer la très juste scrupule ou la très juste inquiétude qu'on peut légitimement avoir de penser que certains de ces politiciens-là sont totalement compromis et marchent main dans la main avec des pouvoirs financiers qui se complaisent et qui tirent profit de cette division du peuple québécois. Je pense que autant les députés que les politiciens, que les ministres, que le peuple en entier, nous sommes tous compromis autant que nous sommes dans cette négation au jour le jour de notre identité première qui est notre liberté. Et donc en ce sens-là, je trouve encore une fois, pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, Charles, on aura beau faire des conférences en plein air sur 1 million de sujets, si nous ne parlons pas systématiquement et à tous les jours de cette chose qu'il faut qu'il soit révélé au plus grand nombre, nous faisons fausse route. Et c'est de ça dont il faut parler sans arrêt à l'avenir. Parce que quelqu'un qui se rend compte qu'il est libre et qu'il est asservi, et je pense que la plus grande majorité des Québécois n'ont pas fait ce constat-là, quelqu'un qui se rend compte de ça n'accepte plus qu'un jour de plus cette situation-là prévale. Donc c'est en ce sens-là que je pense que ici, c'est pas un espace de blablabla, c'est un espace où nous allons marteler sans arrêt cette chose évidente et faire en sorte que nous qui sommes à l'extérieur des édifices publics, nous qui sommes en dehors de nos pratiques quotidiennes et de nos métiers, des citoyens d'abord et avant tout du peuple québécois, nous allons faire en sorte
que cette idée-là soit entendue et répandue à très large échelle. C'est extrêmement important de faire ça et je pense que tout autre propos qui ne serait pas inintéressant pour autant, je pense que tous les gens ont intérêt à s'éduquer et à apprendre davantage. Mais je trouve que c'est la chose essentielle à apprendre pour pouvoir ensuite avoir l'esprit ouvert pour recevoir n'importe quoi d'autre. Écoutez, c'est ça agir aujourd'hui, c'est ça poser un acte concret de parole en acte concret. Je pense qu'il faut absolument faire de cet endroit, de cette vigile, un lieu où nous allons redire sans cesse que cette liberté, elle est la nôtre, qu'elle nous appartient et que personne d'autre peut nous l'enlever. Si à l'indépendance, ça se donne pas et que ça se prend, ben, l'asservissement, c'est quelque chose qui vient après la liberté du peuple québécois, qui est, elle, première, une, fondamentale, inaliénable. C'est à ça, je crois, qu'il faut se consacrer dans l'avenir. Merci. Oui, dans le sens de Sébastien, justement, c'est ça qu'il dit, c'est qu'il dit que la population ne le savent pas, ça. Ils sont pas au courant de ça, de ce qu'est la liberté, de ce qu'est l'asservissement. Tu vas parler à un paquet de gens dans la population, ils vont dire « ben moi je suis libre, il n'y a aucun problème. Je vois pas où le problème. » Fait que quand je parle de conférences et de choses comme ça, là, je parle d'aller dans le sens de faire comprendre aux gens, de rééduquer dans le sens de faire comprendre aux gens ce que c'est l'asservissement, ce que c'est la liberté, ce que c'est la vraie démocratie possible. Dans ce sens-là. Je suis tout à fait d'accord. Cependant, je trouve qu'il est essentiel de faire en sorte que cette déclaration-là et que ces propos-là que nous allons tenir ne soient pas trop compliqués. C'est quelque chose de tellement simple, là, tu sais. Et c'est parce que c'est simple, probablement, que ça échappe à tout le monde. Et moi, je pense vraiment que c'est ça le signe le plus sûr de l'aliénation puis de la peur de s'affirmer. Bon, c'est ça qui fait en sorte que nous sommes tous compromis dans ce jeu de dupe-là, tu sais. C'est qu'on accepte au quotidien que cette situation-là se poursuit. Combien de temps on va attendre? On va attendre encore 50 ans, selon ce que Legault dit, pour remettre en question cette situation profondément antidémocratique. Je veux dire, on aura beau parler de la manipulation des masses sur Internet, de mille et une choses passionnantes ici, je veux dire, on va passer à côté du crise de poing si on ne dit pas simplement cette chose évidente et à révéler, encore une fois. Ceci dit, je pense qu'on s'entend malgré tout. Oui, on s'entend. Oui. C'est à partir de là, une fois que c'est dit, c'est quoi les obstacles? Non, c'est qu'il faut le redire. Une fois que c'est dit, c'est oublié tout de suite, tu comprends-tu? C'est ça aussi, c'est que ça fait tellement longtemps que ça dure qu'une fois que c'est dit, c'est oublié. Mais ça dure parce que les politiciens fait que ça dure. Je pense pas que les politiciens sont les seuls responsables de ça. Ils sont corrompus, les politiciens. Sur le mouvement qui va se rassembler le 21 juillet parce que c'est ce qu'ils préparent pour l'avenir du Québec. Ils veulent pas que ça arrive parce que les politiciens qui présentement savent cette personnellement, tu parles du 21 août prochain, le projet de Jean-Martin Haussan de fonder un nouveau parti indépendantiste. Je ne sais pas si c'est par rapport à Jean-Martin Haussan. En tout cas, moi j'ai entendu dire que les démissionnaires du Parti québécois, dont Jean-Martin Haussan, avaient la ferme intention de fonder un nouveau parti indépendantiste qui serait, lui, résolument indépendantiste et qui ne serait pas dans le compromis comme l'est le parti politique qui a fait son pain et son beurre autour de l'indépendance du Québec, c'est-à-dire le Parti québécois. Mais c'est pas de cette façon-là, justement. Mais je pense, juste pour aller dans le sens de ce que je te disais, je crois que les députés, c'est pas le peuple qui est à la remorque des députés. C'est le peuple qui mène la crise de barque. Il faut qu'on comprenne ça. Non, mais en ce moment, les députés sont complètement ahuris devant l'inaction du peuple. Et ça nous donne ce que ça nous donne. La crise politique québécoise elle est beaucoup plus grande que seulement ce qui se passe au Parti québécois. Je ne peux pas croire qu'on va avoir la bêtise de crucifier un autre chef du Parti québécois pour essayer de nous donner bonne conscience autour d'une situation qui, encore une fois, concerne tous les Québécois autant que nous sommes. Alors moi, je pense que ce que nous avons entrepris ici et que nous avons l'intime devoir de muscler considérablement, c'est ça la bonne foi. Quand Jean-Luc Deveau parle des citoyens de Leipzig qui, avec des chandelles, ont parti un mouvement de masse pour la réunification de l'Allemagne, faire en sorte que ce peuple qui n'existait plus existe à nouveau, bien, je pense que c'est un exemple éloquent de ce qu'il faut faire. Les députés, on aura beau les traiter de corrompus, tout ça. Les députés vont nous suivre lorsqu'il va y avoir une majorité de gens dans la rue qui vont dire « Hey, ça suffit,
Assumez vos responsabilités et réunissez-vous pour que cette situation antidémocratique-là cesse. C'est justement ce que je voulais dire. C'est pourquoi Excuse-moi, je te parle sur un ton. Ah, t'es vraiment pas fin, là. Non, mais pourquoi, justement, que lorsqu'ils voient qu'il y a un mouvement de masse qui est en train de se préparer, parce que le 21, écoute, ça finit sur Internet, tout ça, tout le monde confirmait leur présence. Ouais, mais tu sais, quand André Boisclair s'est présenté à la succession de Bernard Landry, il y a eu un mouvement de masse pour les liens. Les mouvements de masse, là, c'est comme le mouvement de masse autour de Legault. C'est des effets de mode. C'est des effets de mode. Est-ce que ça va durer? Moi, je sais pas, je veux pas tirer dans le pied de vraies choses, oui, ça va durer. Peut-être juste, je suis un des organisateurs du 21 août. Ah, excuse-moi. En fait, à l'origine du 21 août, on a eu une première réunion le 2 juillet dernier. Et c'était 100 députés. En fait, Peux-tu t'identifier? mon nom, c'est Luc Lefebvre. Je suis venu vous parler de peut-être Québec 3 League. semaines. Québec Ouais, League. je suis aussi porte-parole de Québec League, mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler du mouvement du 21. À l'origine de ce mouvement-là, c'est un mouvement qui n'a pas pris naissance dans la game politique. C'est-à-dire qu'à l'origine de ce mouvement-là, on n'avait pas ça. On n'avait pas Cruzy, on n'avait pas La Pointe. On était vraiment juste un groupe de citoyens qui venaient de différents mouvements. Donc moi, j'ai été approché par Jocelyn Desjardins, qui lui est un ancien du Parti québécois. Et il y avait d'autres personnes, Daniel Breton, qui est un PD, qui est invité, un écologiste aussi. Parenteau, des apartistes aussi qui étaient là. On était plusieurs citoyens, donc il n'y avait vraiment aucun député à ce moment-là ou des gens des lieux politiques. Et on avait prévu d'avoir une deuxième rencontre. Et notre objectif n'était pas vraiment d'avoir l'appui de Sang et de Cruzy et de La Pointe à ce moment-là. Par la suite, rapidement, on s'est constaté, parce que justement, l'heure est grave, il se passe beaucoup de choses en ce moment au Québec, qu'il y avait un désir extrêmement important de la part et des citoyens et de certains députés de participer à ce mouvement-là, qui nous s'inscrit dans la même mouvance que mars 2011. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, j'étais venu à mars 2011, c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est pour ça que j'ai fondé aussi Québec League, parce que je pense qu'en ce moment, l'élite politique, en fait, je pense que la base de toute société, c'est la volonté politique. La volonté politique, si on veut, c'est ce qui tient ensemble. On peut comparer ça à une maison. Quand il n'y a plus de volonté politique, les poutres commencent à se corrompre et à se corroder. Et tranquillement, la maison commence à se faire envahir et à se faire, disons, pourrait commencer à s'effondrer comme ce qui s'est passé juste à côté d'ici. Et, donc, je pense que tous les gens, de plus en plus, les citoyens du Québec, commencent à s'en rendre compte et les députés, certains députés le voyaient aussi. Et dans notre mouvement, on parle beaucoup d'indépendance. L'objectif principal, la raison pour laquelle on s'est rencontrés au mois de juillet, c'est pour parler de constitution. Et c'est la chose dont on aimerait aussi parler le 21 août. Et la question, en fait, c'est ce qu'on va mettre là-dedans. C'est-à-dire que comment se définir les Québécois? C'est quoi nos projets maintenant? Et il faut aussi aller plus loin que juste les portes de la République. Il faut définir qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va l'avoir, notre République. C'est quoi nos valeurs? Où on veut s'en aller? Et c'est pour ça qu'on veut se réunir le 21, parce que cette décision-là, ce futur-là dépend beaucoup plus qu'uniquement de la classe politique. Ça dépend avant tout de nous. Et une fois que le peuple aura la volonté pour aller jusqu'au bout de ses idéaux et de ses objectifs, ben, la classe politique on va atteindre la volonté politique. Et une fois qu'on va avoir la volonté politique, on va pouvoir construire notre maison. C'est là qu'on est rendu. À l'origine, c'est un mouvement citoyen. C'est important pour moi, je pense, que les gens le sachent. Parce que moi, en fait, ma grosse peur avec ça, et j'en parle très souvent avec Jocelyn Desjardins, je ne veux pas de réutilisation politique. Je ne veux pas de récupération politique. C'est-à-dire que je ne veux pas que ce mouvement-là se transforme en juste un bon coup de pierre pour un autre député. C'est beaucoup plus profond que ça. Il y a des idées beaucoup plus profondes et on est prêt à aller jusqu'au bout. Et puis c'est pour ça, en fait, que je voulais vous en parler aujourd'hui. Parce que je pense que mars 2011, aller jusqu'au bout, s'il faut se rendre et occuper Québec, je ne sais pas. Mais s'il faut la Constitution, s'il faut déclarer l'indépendance, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que il y a un problème au Québec, et moi ce qui m'intéresse souvent, c'est l'accès à l'information, la corruption, la collusion, c'est ça qui me motive. Et qu'une des manières, en fait, la meilleure manière de pouvoir la combattre, c'est d'avoir tous les pouvoirs pour combattre la corruption. Et la seule manière d'avoir tous les pouvoirs pour combattre la corruption, c'est de se donner une constitution qui nous donne ces pouvoirs. Fait que c'est pas mal là qu'on est rendu. C'est pour ça que selon moi, mars 2011, c'est la même chose, pour tout qu'on marche ensemble, parce qu'on peut tout aller à la même place. C'est ce que je peux. C'est bien beau ce que tu as dit. Je sais. C'est bien beau, c'est même trop beau, mais moi je pense à une chose, c'est que il faut qu'on arrête de retourner à l'ancien système. Les histoires de référendum, là, stériles,
qui a été fabriqué par les fédéralistes et les anglo-saxons pour nous retarder et puis nous faire blablater pendant des siècles pour dire que oui, qu'est-ce qu'on doit faire avant pour... Je pense que maintenant on est arrivé à un point là, où on peut dire ça suffit. Le parti qu'on va supporter, qu'on va tous être en arrière de lui, le chef de ce parti, il a s'il veut être candidat à ce prix là, on aimerait bien qu'il se lève là et puis il dit référendum, c'est fini. C'est le pays direct après les élections législatives. Un député égale un oui pour le Québec, un oui pour l'indépendance, un oui pour la déclaration unilatérale par l'Assemblée nationale du Québec. Déclaration d'indépendance. Le blablabla des fédéralistes, ça suffit. Les palabres stériles, ça suffit. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Et ça commence là. L'indépendance, un député égale un oui. À l'Assemblée nationale du Québec, pas du Canada, ni de la reine d'Angleterre. Le Québec est un peuple souverain. Les Québécois, tous les Québécois sont des souverains. Ils ont droit à un pays. Les Nations Unies nous autorisent à ça. Le reste, on s'en fout. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Bon, Thierry Vincent. Je vais essayer de rabouter quelques affaires que j'ai entendues aujourd'hui. Moi, l'impression que j'ai dans ce que j'entends dans les différents discours et les différentes positions, et je suis en désaccord avec à peu près tout ce qui s'est dit aujourd'hui, étrangement, c'est qu'il faut séparer le politique du populaire. Ça, c'est la première étape. Le politique a ses règles du jeu. Il joue selon une certaine manière et il faut le comprendre et il faut le savoir. Le politique va suivre le populaire si on est tous d'accord là-dessus. Sur la question du populaire, dire au peuple « vous êtes libre et ça suffit », moi je suis désolé, je parle à énormément de gens d'Indépendance du Québec, très souvent, et j'ai pas l'impression que les gens sont prêts à aller effectivement jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il faut se le dire, et vous l'avez dit, la liberté ça se prend, c'est tomber dans un état de guerre. Tomber dans un état de guerre, pour faire ça, il faut être éduqué pour ça. Il faut être prêt à ça, il faut savoir c'est quoi. Or, notre population, historiquement, a été conditionnée pour éviter l'état de guerre. Et ça, il faut le savoir de la psychologie québécoise, et oui, il faut du blabla pour le savoir. Notre population est conditionnée pour faire le moins de bruit possible, le moins de chicane possible. On a été conditionné par le fait qu'on a été décapité en 1760, on a été décapité en 1839, on a été décapité un petit peu moins, mais parce que la tête était moins grosse, en 1970. Ça, tout le monde dans le subconscient, dans son subconscient au Québec le sait, le sent. Et tout le monde bloque sur cette question-là. La question qu'il faut se poser, c'est comment on réussit à briser ce conditionnement-là. Il faut briser ce conditionnement-là. Il faut réussir à ce que chaque individu, individuellement, soit prêt, effectivement, à aller jusqu'au bout, parce que toute autre opportunité, toute autre éventualité va l'écœurer au sang. Si on dit à des Américains, regardez, les musulmans rentrent en masse avec des armes, qu'est-ce que vous pensez que 70% de la population américaine fait? Elle sort ses armes et elle va tirer. Si on dit aux Québécois, regardez, les Canadiens anglais viennent faire un love-in place du Canada, ils débarquent en masse et tout ça, qu'est-ce que les Québécois font? Ils restent chez eux, mais tranquilles. Parce qu'ils savent que s'ils commencent à sortir et faire quelque chose, l'armée va arriver après. Il faut quand même ne pas oublier qu'on a toujours ça qui nous pèse comme une épée de Damoclès et personne n'en parle. Et la notion, c'est que nous sommes conquis militairement. Il y a une armée qui attend aux frontières qu'on bouge un peu trop. Et
Et le gros de la population le sait. Le gros de la population n'aura beau leur dire, leur répéter, vous êtes libre, faites donc ce que vous voulez. Vous avez le droit, il n'y aura pas de conséquences. Tout le monde sait, il va y avoir des conséquences. La question, c'est de réussir à éduquer les gens pour leur dire, écoutez, il va y avoir des conséquences, mais vous avez les armes et les moyens, et par armes, j'entends plus large que juste des armes à feu, les armes à tous les niveaux, et les moyens pour contrer cette affaire-là, pour l'empêcher, pour la contourner. La question aussi du blabla et de la politique, c'est que la politique, elle n'existe pas pour rien. La politique, c'est pour empêcher qu'on se tape dessus. Si on dit, OK, on va se garrocher là-bas, on part, on y va et on suit des conséquences, moi, je suis désolé, on recule d'un siècle. Parce que l'armée arrive, on se refait décapiter, on recommence à zéro et 75% de la population retourne dans ses chaumières et dit, OK, on a appris la leçon, on ferme notre gueule, on reste tranquille, on s'assimile doucement. Et qui est-ce qui a parlé de ça? Qui est-ce qui a parlé de quoi? De lutte armée. Moi, je parle de lutte armée. Est-ce que tu supposes que ça... Moi, je suppose pas. Mon histoire et ma conception de l'histoire dit qu'on s'en va vers ça si on bouge un peu trop. Et je pense que ça, quand vous parlez aux gens, s'embarquer dans une affaire comme ça, déranger des intérêts économiques, déranger des intérêts géostratégiques, comme le contrôle du Saint-Laurent, des choses comme ça, et dire oui, on va faire ça et ça va se faire dans l'harmonie et la joie. Non, je suis désolé, ça ne sera pas dans cette... je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il faut être conséquent et il faut mesurer dans quoi, c'est quoi le mouvement qu'il y a à faire. Et ce mouvement-là, ça c'est mon opinion très personnelle et très individuelle, ça part par, il faut effectivement rééduquer les gens et leur redire les affaires. Oui, dire la ligne simple, on est libre et puis allons-y. C'est pas assez. Il faut articuler cette espèce de discours-là. Il faut que ça soit construit, ce truc-là. Il faut que ça soit une éducation. C'est une éducation qui prend une génération, sans doute. Ben, c'est ça. Sérieux? Oui, je suis sérieux. Oui, allez-y, réagissez. Débordez. T'es pas devant le bon mur, je pense. Je pense que on a tous eu une fois à élever un chien à la maison. Après un chien, un chat. Mais je pense que le chien, c'est beaucoup plus... Si vous prenez votre petit chiot là depuis qu'il est petit, puis vous le frappez tous les jours, coup de pied, il aura peur de tout le monde. Dès que vous me faites ça, il se cache. Je pense que c'est ça que tu veux dire qu'on est devenu au Québec depuis les Anglais nous ont fait. C'est ça que les Québécois sont. Donc, on est des chiens battus, on n'est pas capable de se défendre. On a peur de tout le monde. Je ne dis pas qu'on n'est pas capable de se défendre. On a peur de tout le monde, on est quasiment un peuple qui n'a pas droit à la liberté. Là, je pense pas, on est des humains et on est nés libres. Il y a quelqu'un en haut, au-dessus des nuages, là, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne vais pas lui donner un nom, là. Hein? Je pense, à l'origine, nous a créés libres. Et si jamais on est devenu des chiens battus, on peut redevenir libres avec notre foi en un pays, en notre liberté. Oui, je suis d'accord. On a beau nous frapper, on a beau tomber par terre 12 fois, comme l'autre qui a gravi la montagne, là, il y a 2000 ans, notre ami. C'est un ami, parce que je considère un vrai monsieur qui n'a pas eu peur, lui. Il a continué. Il a reçu des coups que personne ne peut en avoir. Et je pense qu'on devrait prendre cet exemple-là pour prendre notre pays. Je suis d'accord, mais je dis que je pense pas. La foi, monsieur. Hein? La foi. Je suis d'accord. Quand Mais on a la foi, il n'y a pas une armée dans le monde qui se lève en avant de je nous. suis tout à fait d'accord Et avec la ça. foi n'a pas besoin d'armes. Non. Gandhi en Inde n'a eu son indépendance, il a mis les Anglais dehors à coups de pied dans le cul. Mais par la sagesse, Oui. il n'y a pas eu besoin de ça. C'est par le pacifisme. Mais Et Jésus a gagné aussi. Il n'a pas pris les armes pour battre les Romains. Là. Il l'a gagné pareil. La foi, monsieur. Je suis pas un gars qui prie tous les jours. Là. Mais je dis qu'on est créé libre, on est né libre. C'est pas parce qu'on est des chiens battus à l'origine par les Anglais
on va continuer à être Je battu. suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, moi, je refuse ce langage défaitiste. C'est Mais pas, ça, un on est langage- défaitiste, c'est pas un langage défaitiste. Oui, C'est pour un- moi, c'est un c'est langage pas un langage de... défaitiste. Comme quoi, on est plus capable de rien. Non, mais si je peux On me permettre, invente n'importe quoi monsieur, si je peux pour me ne permettre, pas aller et crier fort qu'on veut notre pays. si je peux me permettre, en fait, c'est pas un langage défaitiste, Thierry. Pas, Non, on discute. On est en débat, débattons, vas-y. c'est ça. Sors tout. Non, mais je trouve pas que c'est un langage défaitiste, je trouve que c'est un langage d'atermoiement. Ah, Un peu, oui. C'est un langage différé. C'est-à-dire que ça en que diffère tout. c'est que je te dirais que l'atermoiement est une des choses qui Parti définit québécois le aujourd'hui plus est comme ça. le peuple québécois. Curieusement, je te disais tout à l'heure, la liberté, c'était le signe distinctif du peuple québécois. Le fruit de l'asservissement, je pense que c'est cette politique de l'atermoiement qui a défini toute la politique nationale québécoise depuis des lustres. Et je crois, sans vouloir te heurter, que c'est un peu ce que tu es en train de proposer. Moi, je suis pas en train de dire que nous allons prendre les armes demain matin pour se faire rentrer dedans par l'armée canadienne. Je dis et je suppose et je suis à peu près convaincu que la cohésion du peuple québécois, elle est beaucoup plus grande qu'on le suppose. Et que cette cohésion-là, elle n'a pas besoin d'une autre génération de militants pour exister. Elle est là, il faut la faire surgir. Donc, les moyens pour la faire surgir. Je pense que nous avons une députation au Québec, nous avons une députation à Ottawa. Ce sont des gens qui ont été élus par le peuple québécois. Nous devons faire en sorte que ces gens-là comprennent et entendent leur responsabilité première qui est que l'atermoiement cesse. Et ça, là, c'est pas un geste belliciste, c'est un geste de responsabilité profonde envers les gens qui t'ont élu. C'est ça. Et ça, c'est la fin de l'atermoiement. C'est pas une politique belliciste, c'est une politique politique, C'est un justement. respect vis-à-vis du peuple. C'est un respect fondamental vis-à-vis du peuple. Et moi, je pense que c'est cette politique de l'atermoiement qui nous a définis depuis très longtemps. C'est à ça qu'il faut s'attaquer et faire en sorte que nous ayons ici une parole qui soit une parole en acte, une parole Après, qui appelle instamment, pas dans 50 ans, la prise en charge de la députation péquiste, de se réunir dans une constituante, d'écrire un texte, de soumettre ce texte-là par référendum au peuple québécois. On n'a pas à demander, comme le disait monsieur tout à l'heure, à demander au reste du Canada comment on doit fonctionner ici. On doit prendre les devants et faire en sorte de cesser de différer sempiternellement. Alors moi, je pense que ce que tu proposes, qui est très très louable, mais ça me fait penser un peu à Génération d'idées, ça me fait penser à toutes sortes d'autres mouvements que je vois qui discutent, qui palabrent, qui se réunissent, qui dépensent des fortunes en argent et en énergie pour discuter et différer sans cesse une chose que, oui, je reviens là-dessus, c'est une chose simple. C'est une chose simple, que tu le veuilles ou non. Et je comprends que toi, peut-être que tu trouves que la simplicité te fait peur parce qu'elle est justement un défaut de complexité. Je pense que c'est quelque chose de simple, ce que je propose, et c'est quelque chose de réalisable. Je ne crois pas qu'il faille différer davantage. Peux-tu expliquer, Sébastien, en deux mots, c'est quoi la stratégie puis par où tu veux passer juste pour qu'on ait, parce que moi, j'ai pas une image claire de la Moi, par démarche. exemple, tu vois, lorsque les députés du Parti québécois ont démissionné du Parti québécois parce qu'ils trouvaient que leur seuil de tolérance démocratique avait été atteint, pour reprendre les mots de Pierre Curzi, je trouve que ces gens-là, et lui en particulier, doit être conséquent de ce qu'il a dit. C'est-à-dire, si ton seuil de tolérance démocratique a été atteint à cause de la manière dont le Parti québécois se comportait dans la gestion de l'amphithéâtre de Québec, je veux dire, comment peux-tu accepter que la situation antidémocratique qui prévaut au Québec depuis trop longtemps n'ait pas heurté ton seuil de tolérance éthique? T'sais? Donc, je pense que ces gens qui sont démissionnaires, à cause de tout le tapage et à cause qu'ils amènent, c'est ce qui est en train de se passer, l'effondrement du Parti québécois qui a mené depuis si longtemps la lutte indépendantiste au Québec, je pense que ces gens-là ont un pouvoir de parole en ce moment. Ils sont des gens, comme je te disais tout à l'heure, qui ont été élus par le peuple. Ces gens-là, ils en ont déjà commencé à en parler, mais pas de manière assez claire à mon goût. Je trouve que ces gens-là appellent à une coalition. Ils disent que nous avons compris la population est tannée de la façon dont on fait la politique au Québec depuis trop longtemps. Et il faut instamment réformer la manière dont on fait la politique au Québec. Mais écoute, au fond de cette idée-là, il faut travailler à ce qu'il y ait une union, une coalition la plus large possible, transpartisane, transgénérationnelle de députés. Et ça prend pour commencer la compromission d'un ou de quelques députés qui ont de l'ascendance sur les gens. Je parle pas du peuple, je parle des autres députés. Il
faire en sorte qu'il y ait une coalition large de gens qui fassent en sorte qu'aux prochaines élections, pas dans 50 ans, les prochaines élections provinciales, ces gens-là, réunis dans une coalition transpartisane, disent que nous allons, une fois élus, peu importe le parti, mais si la coalition intègre un de ces partis-là, nous allons faire et réunir la constituante bicamérale, c'est-à-dire les députés des deux chambres, celle d'Ottawa à la Chambre des communes et celle de l'Assemblée nationale du Québec. Toute la députation québécoise doit se réunir très rapidement en constituante pour faire en sorte que le texte de la constitution primordiale soit écrit sans délai. Et ça, c'est différent. Quand tu parles de la Chambre des communes, tu parles du NPD? Je parle de la députation PD, du NPD, absolument. Absolument. Non, mais ces gens-là, qui vont rentrer dans une discussion sur l'indépendance du Québec. dans un projet de constitution primordiale et dans un projet de respect de la démocratie. OK, tu vas me dire, ouais, mais peu probable. Je te rappelle le cas du panarabisme tout à l'heure que dont Jean-Yves Legault parlait. Oui. Le peuple syrien, là, les ministres qui avaient été élus dans le cabinet Lasserre sont restés en effet. Mais probablement que des gens qui vont avoir beaucoup de pouvoir dans la Chambre des communes vont demeurer. Mais si on est capable de créer une coalition, et je pense qu'il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Et je trouve que c'est un enjeu beaucoup plus stimulant que de commencer à faire du placotage en plein air sur mais il y a un sujet tout aussi intéressant qui soit, mais qui ne nous mène pas vers le crise de but, man. C'est tout. Bonjour tout le monde, mon nom est Ariski. Ça fait, j'ai entendu les discours des uns et des autres et moi qui viens de très loin, au-delà de l'océan, je me suis reconnu dans pas mal de passages ici. En arrivant au Québec en 98, je lisais des passages, des textes de politiciens, d'hommes de culture, de Gilles Vigneault. Je me dis, merde, c'est pas des Québécois, c'est des Kabyles qui ont écrit ça. La Kabylie, c'est le Québec de l'Algérie. La Kabylie, le peuple kabyle, la nation kabyle a toujours existé souveraine sur un territoire avec des valeurs très fortes. La France débarque en 1830 en Afrique du Nord. Elle a vite compris que cette région est rebelle et elle a une identité très forte. Les premières années, elle s'est adressée au peuple kabyle avec des termes de peuple, nation, territoire. Et dès que les Kabyles se sont dressés sur sa route, la France a changé de vocabulaire et elle nous a fait fondre, elle nous a fait phagocyter dans un nouveau pays, un grand pays qu'elle a prénommé jusqu'à nos jours Algérie. Et depuis 1871, nous luttons, et des fois face à des balles explosives, pour que nous ayons le droit de choisir un prénom pour notre enfant. Si je veux partager ça avec vous, c'est pour vous dire de ne pas baisser les bras à ce qui se passe ici au Québec. Je suis ici avec mes compatriotes kabyles et je peux vous dire qu'il y a des dizaines, si ce n'est pas des centaines de Kabyles et d'Africains du Nord, des autochtones, qui sont très très sensibles à ce débat d'identité de pays et de nation québécoise. Mon ami ici, je voudrais que tu me passes la banderole s'il te plaît. Une image vaut 1000 mots, je voudrais la partager avec vous. Nous l'avons conçue ensemble à une certaine marche de la Saint-Jean. Shukran, shukran. Et de l'Olivier, des Québec ailleurs existent. Si votre combat, notre combat est difficile, sachez que d'autres peuples sont en train de lutter face à des fascismes qui sont bicéphaux. Ça se dit bicéphale? Un fascisme religieux et linguistique. Au moment où je vous parle, si je vous montre mes papiers de mon pays natal, c'est juste un pays natal, il ne porte même pas l'écriture de ma langue maternelle. Ma langue maternelle n'est même pas reconnue. Le président de ce pays s'est adressé un jour au cœur de notre province. Il a osé nous dire, dans un discours qui est encore sur Internet, de loin vous êtes des géants, mais devant moi vous êtes des nains. Parce que nos politiciens qui siègent avec lui freinent toujours les ardeurs de cette province rebelle.
Nous donnons le mandat à nos politiciens, nous leur disons, on veut que notre langue soit nationale et officielle. Ils y vont, quelques mois après ils reviennent, ils nous disent « Oh, on ne peut pas l'imposer aux autres ». Mais bonté divine, depuis 1971, nous ne bouffons qu'une langue étrangère à la nôtre et ils nous foncent même dans la gorge, ils osent nous foncer dans la gorge une religion qui n'est pas forcément la nôtre. Nos politiciens en 2001, la province de Kabylie est descendue à 4 millions de marcheurs pacifiques. Il n'y avait aucune arme. Alors qu'en face de nous, nous avions des kalachnikovs et des balles, je précise, explosives. 4 millions de marcheurs pacifiques. Nous voulions remettre une plateforme de revendication. Nous étions restés dans le terme qu'a utilisé notre ami, Sébastien, un terme d'une procédure anglo-saxonne. L'étapisme. Nous avons, nous aussi, les Kabyles, utilisé l'étapisme, merci, je le découvre, il est international. Et puis, au moment où je vous parle, cette plateforme qui contient des revendications élémentaires, c'est des droits inaliénables en 2001-2011, 10 ans, elle a été vidée de son sens. Aucune des 20e points n'a été acceptée par l'État central algérien. Moi personnellement et beaucoup d'autres amis kabyles résidant au Québec partagent aussi cette idée. Je suis très solidaire du combat du Québec. Je le partage quand l'occasion me le donne, comme ici, dans mon milieu de travail avec mes voisins. Et je vous dis, je pense que les Kabyles affrontent pire que le gouvernement de Stephen Harper. Ils ne lâchent pas et nous aurons notre pays, nous reviendrons à ce que nous avons perdu nous aussi en 1871. J'en suis certain. Peut-être pas durant ma courte vie d'être humain, mais je suis sûr que je vais paraphraser approximativement un de nos poètes qui a dit quand un peuple veut sa liberté, qu'importe les vicissitudes du temps, qu'importe les obstacles, il va là-bas. Je vous remercie. Et... Bravo. Il faut faire en sorte à ce que ce combat pour l'indépendance du Québec se fasse dans l'unité. Et je préfère un proverbe africain qui dit ceci: l'unité dans le rang du troupeau oblige le lion à dormir avec sa femme. Voilà. Merci. Je voudrais pas, ça serait présomptueux de répondre à un poème africain et un problème africain aujourd'hui, mais j'espère que malgré mon emportement, je ne veux pas donner l'impression que je veux créer un schisme au sein de notre petit regroupement. Ce serait un peu suicidaire. Non, je trouve au contraire que je souhaite ardemment une unité plus grande. J'écoutais ce que tu disais tout à l'heure. Je vois ce que Cap sur l'indépendance propose. Ce sont tous des mouvements vraiment importants et tout ça. Et je trouve qu'il faut, comme tu l'as dit, créer l'unité de tous ces mouvements-là. Mais il va falloir, pour que l'unité soit possible, qu'on s'entende autour de choses assez simples, à mon avis, tu sais, puis et facilement envisageables. Tu sais. Et c'est pas, encore une fois, pour faire défaut à la complexité de notre situation, tout ça, mais je trouve que pour réussir à créer la cohésion, moi, que je sens en ce moment au sein du peuple québécois, notamment à cause de tout ce qui se passe depuis 3 mandats avec les libéraux au pouvoir, je sens qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre devant nous et qu'il faut absolument s'engouffrer dans cette fenêtre-là et ne plus différer davantage. Donc je ne sais pas, encore une fois, une politique belliciste. Je ne propose pas un schiste, je propose une unité forte pour faire en sorte, comme le disait le poème africain, un peuple qui se tient, il n'y a rien qui peut tenir devant ça. J'en suis absolument convaincu. Au revoir. Sébastien. Ok, ben, vas-y. Juste respécifier pour le débat et que oui, on est d'accord sur les choses au niveau fondamental.
Moi, tout ce que je dis, c'est qu'on fréquente peut-être pas les mêmes genres de gens, mais les gens à qui je parle et qui se disent indépendantistes, je sens quand je leur parle que je prends une poignée de sable et qu'elle me glisse entre les doigts. Je sens qu'il n'y a pas de prise et c'est pas un message qui veut dire « Regarde, on est libre, allons-y ». Ils vont pas bouger sur ce genre d'affaires-là. Le travail est plus long, c'est tout ce que je dis. Je dis pas que je souhaite que ça soit le plus longtemps possible, le plus loin possible et que son retard le plus loin possible. Et effectivement, on a une échéance de 2 ans à peu près pour que ça bouge de manière, que ça soit transformé de manière fondamentale au niveau politique, au niveau de tout le mouvement indépendantiste. On a déjà une montagne de jobs à faire au niveau des regroupements puis au niveau des associations puis des liens qu'on va tisser entre nous. Et ça, déjà, c'est déjà un travail énorme à faire. Mais tout ce que je dis, c'est que quand on parle de population, quand toi tu parles de population, tu n'as peut-être pas les mêmes échantillons de population que moi j'ai. Parce que moi, quand je pense population, je pense à un tas de gens à qui je parle et je sens pas que ce qui se passe ici, ça va les accrocher. Je sens pas que ce qui se passe ici oui, ce qui se passe ici peut initier un mouvement et prêcher par l'exemple, comme on dit. Il faut développer une attitude et puis ça va faire boule de neige et ça va finir par influencer tout le monde. Mais il y a mais c'est ça. Bon, ben, on organise des choses, des mouvements, des assemblées, des n'importe quoi, et on va essayer d'attirer le plus de monde possible chacun de notre bord. Mais moi, je cherche des arguments pour attirer les gens que je connais dans cette affaire-là, et qui pourtant sont intéressés par la question, et j'en trouve pas. Le seul angle que je voyais. Si on le fait pas, oui. On disparaît, c'est tout? Oui. OK, est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut disparaître? Non, mais il y a du monde à qui tu le dis en pleine face. Ouais. Ça leur passe par-dessus la tête. C'est ça. Ben, c'est ça. Et c'est ça la question. Non, mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis par rapport aux échantillons de population, puis moi, là, quand je viens ici, puis je le disais tout à l'heure, c'est en dehors de toute espèce d'institution publique, puis c'est sur la place publique, là, puis ça, c'était fondamental dans le projet qu'on avait au départ, et ça demeure ça, c'est que je suis dans la rue avec les miens, et la poésie n'a pas à rougir de moi, tu sais, comme disait Gaston Miron. C'est-à-dire que nous sommes tous compromis. Et l'échantillon de population qui est le tien, il se ressemble beaucoup, et il est le mien, à mesure où la peur nous soude, mais le combat nous réunit, tu sais. Et je veux dire que c'est peut-être des formules trop simples pour toi, là, mais je veux dire que pour moi, c'est les mots qui portent. Je veux dire, on a tous peur, et tout le monde a peur, même ceux pour qui l'indépendance leur passe 10 000 pieds par-dessus la tête. Et je trouve que ça, c'est un signe de notre unité, pas un signe très, très encourageant. Je pense que le pendant positif de la peur, c'est la volonté politique, c'est le désir concret de voir changer des choses et que l'atermoiement cesse. Si on parle pas, si on ne parle pas, on n'aura pas de voix. Il vaut mieux qu'on parle tout le temps et qu'on essaye d'avoir juste une personne par semaine. De plus, juste une seule personne. Et ça va être un bénéfice pour le Québec et le pays du Québec. C'est juste une question de foi. Hein? Une question de foi. Une personne, c'est rien. Moi, tout ce que j'ai à dire, j'ai l'espoir dedans. Et puis, j'aime bien ça, nous sommes arrivés à ce qui commence. C'est bien pensé. Je trouve que c'est beau. La phrase en dessous est meilleure. Soucieux d'encourager les Montréalais et Montréalaises à adopter une attitude de respect de la dignité et des droits de toute personne. Bravo. Bien vu. Ben, c'est quoi? Ah ouais? Hey, go, go! Liberté! Liberté! Libertad! Restez là. Puis la lisait. Sauf que là, ça, j'ai pas apporté de copie imprimée, fait que c'est juste mon écriture. Donc je vais la lire pour être certain que ce soit pas trop un bégaiement. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité,
ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire, les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Bravo! Non, c'était bien, mon ami.